ne se montreront plus sous les formes que nous connaissons aujourd'hui. Voilà donc l'introduction. La grippe maligne et le Covid sévère sont donc deux pathologies virales très contagieuses, épidémiques et ou pandémiques, grevées de lourdes mortalité. Leurs manifestations cliniques sont variables, ainsi que la physiopathologie que nous allons voir, mais y a-t-il cependant des similitudes ou des différences? Le plan que je vais aborder avec vous va s'articuler autour de certains points. La grippe grave, notamment la pandémie H1N1 de 2009-2010, à propos de cas recrutés au cabinet privé. Nous allons parler de quelques particularités de l'agent causal de la grippe et du Covid-19 et surtout les particularités cliniques grippe maligne, Covid-19 sévère, leur mécanisme physiopathologique comparatif, leur ressemblance ou leur différence, avant d'arriver à une conclusion. Alors, les cas qui ont été recrutés, il s'agit de 37 cas de grippe diagnostiqués de la période du 5-11-2009 au 19 février 2010. Lors de contrôle sentinelle à Marrakech, il y a plusieurs pneumologues à Marrakech qui ont donc surveillé cette grippe grâce à la coordination avec le professeur L'Aouad de l'Institut d'hygiène de Rabat. 37 dans cas de grippe. Les confirmations PCR H1N1 étaient au nombre de 22 sur 37, soit presque 60%. Les cas revenus négatifs, 3 sur 37. Et les perdus de vue, 9 sur 37. Donc, on n'a pas reçu les résultats. Le covillonnage se fait au cabinet avec un transport par poste rapide jusqu'à Rabat et on n'a pas reçu donc ces réponses. Donc, 24% n'a pas eu de réponse. Mais authentiquement, cliniquement, ce sont des grippes dans le cadre épidémiologique familial. Je rappelle que c'était le docteur Jamali qui a diagnostiqué le premier cas au Maroc, H1N1, mais parmi ces grippes dites, parmi les 37 cas, j'ai eu à déplorer 3 grippes malignes graves sur les 37, soit 8%. Je vais vous présenter les 3 cliniques très rapidement. Le premier cas, c'est celui d'un homme mineur âgé de 39 ans, non-fumeur et sans comorbidité, robuste, mineur, qui a été admis le 9-12-2009 dans un tableau de syndrome de détresse respiratoire avec polypnée, cyanose, agitation. Le contexte était clair, épidémiologique et familial, plusieurs membres de sa famille. La fièvre était à 40 avec une saturation au doigt à 77 sous oxygène 15 litres minute avec de nombreux râles crépitants diffus. La radio de thorax a objectivé des opacités alvéolaires interstitielles bilatérales. Les gaz du sang est sous oxygène avec un pH neutre, pas d'hypercapnie, une hypoxie avec une bonne saturation. Il a été mis sous Tamiflu à 75 mg 2 fois par jour, cure de 5 jours, de l'oxygène par masque concentrateur et prophylaxie de la maladie thromboembolique. Mais aggravation avec passage à la VNI et 10 jours en soins intensifs avec évolution favorable sur le plan clinique, mais persistante d'une grande asthénie avec dyspnée et un syndrome interstitiel à J30, ce qui avait nécessité la mise sous corticoïdes, corticostéroïdes, qui ont amélioré la clinique, puis la radiologie au bout de 3 mois. Donc, amélioration au bout de 3 mois jusqu'au mois de mars. Vous allez voir les radios à l'entrée. À 10, à 30 jours, il est complètement. Attention, le son est parti. Sibousta, remets le son, s'il te plaît. Sibousta, remets le micro. Oui, est-ce que vous m'entendez?
Oui, là maintenant. Maintenant, c'est bon, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 c'est ça, oui. D'accord. Est-ce que je peux reprendre plus loin ou le deuxième cas? C'est le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est celui de Nza, âgé de 40 ans, responsable d'un centre de mise en forme, une sportive. Il a fait sa grippe le 30-11, confirmé PCR, fièvre à 40, aggravation à J3, avec état de prostration, une polypnée, cyanose et état de détresse respiratoire, avec admission en soins intensifs le 6-12 2009. À la radio et au scanner, il existe un syndrome alvéolaire bilatéral avec des condensations. Vous allez voir sa radio, surtout prédominance à droite. L'écho-cœur avait révélé un rétissement mitral peu serré qui n'était pas connu auparavant. Il a été mis sous Tamiflu, prophylaxie des thromboses veineuses, augmentin, oxygène au masque, puis VNI, avec une évolution amélioration clinique, mais persistance de la dyspnée et d'une pneumopathie interstitielle diffuse. Elle a été mise sortante à J10, sous avlocardie et diurétique selon son cardio, mais persistance de la dyspnée à J15 et syndrome interstitiel. Mise sous corticoïdes, amélioration clinique et radiologique à J30 et suivi cardiologique. Elle a eu une angioplastie après. Voilà sa radio à l'entrée. Vous voyez cet aspect de cardiomégalie avec de gros îles vasculaires, un syndrome interstitiel, alvéolo-interstitiel diffus, bilatéral mais à prédominance droite. Voilà l'évolution sous traitement, mais persiste donc des opacités. Donc, il a été donc opéré. Le troisième cas, c'est celui de Halima. Là, il est passé par toutes des péripéties. Syndrome grippal sévère avec PCR positif le 6-12, admis en Réa Ibn Tofel, l'hôpital Ibn Tofel, du 6 au 17 décembre pour détresse respiratoire et insuffisance respiratoire. Il a présenté un syndrome alvéolaire interstitiel bilatéral sur RM. Donc, il y avait une cardiopathie. Il a reçu le Tamiflu, l'oxygène, l'Avelox plus fluoroquinolone, anticoagulant prophylaxique. Mais à J11, il a présenté une thrombose veineuse. Des dimères et angioscan ont été contrôlés, pas d'embolie. Il a été mis sous anticoagulant curatif. À J27, aucune amélioration, évacué sur Rabat dans une clinique privée. Persistance des images alvéolaires interstitielles. Et là-bas, on s'est posé le problème d'une pneumonie nosocomiale. Mise sous antibiotiques, mais ça n'a pas marché. Retour sur Marrakech, hospitalisé du 21-1, soit à J45 du début de sa symptomatologie grippale. Pour dyspnée, stade 4, la radio a montré des syndromes interstitiels, la TDM, une fibrose interstitielle, les gages du sang, une alcalose avec hypoxie, une alcalose métabolique. Le diagnostic retenu est celui d'une fibrose pulmonaire post-syndrome SDA, mise sous corticothérapie avec une évolution favorable, mais lentement favorable, avec régression lente des images radiologiques sur 6 mois. Adressé en septembre 2010 en chirurgie où il a eu un remplacement valvulaire. Voilà sa première radio à l'entrée. Voilà au cours d'évolution, sous corticothérapie. Voilà. Et avant d'être adressé en chirurgie cardiologique, et voilà, après l'opération. Donc, ce qu'on peut dire sur ces syndromes respiratoires aigus survenant sur grippe maligne, ils sont caractérisés par un tableau associant à la fois une insuffisance respiratoire aiguë, hypexémiante et des opacités parenchymateuses bilatérales, par atteinte virale directe. Ce sont des pneumonies virales dites primaires. Se rencontrent dans les grippes graves, elles sont grevées d'une lourde mortalité, d'où l'intérêt de leur reconnaissance et leur prise en charge précoce. Leur physiopathologie réside dans l'augmentation brutale et trouble de la perméabilité de la membrane alvéolo-capillaire avec agression virale, passage du liquide
et des protéines, c'est une forme avec exudat intraalvéolaire, activation diffuse des mécanismes de l'inflammation par le virus, des cytokines, IL-1, IL-6, le TNF-alpha, et l'aggravation réside dans l'association avec une ou plusieurs défaillances d'organes, troubles hémodynamiques, cardiopathie, insuffisance rénale, atteinte hépatique ou neurologique. Le diagnostic est basé évidemment sur le contexte épidémiologique de grippe saisonnière, la survenue brutale d'un syndrome grippal, une aggravation secondaire, c'est le V grippal, syndrome grippal avec apparition d'un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante. La PCR est positive, la radio est évocatrice avec la TDM qui va montrer des opacités bilatérales, des syndromes de condensation, le bilan biologique et les marqueurs biologiques. Voilà des formes graves de pneumonie sans aucune plage de parenchyme pulmonaire épargnée. Leur prise en charge nécessite d'abord, à leur admission, une évaluation du retentissement respiratoire avec, sur le plan clinique, la fréquence respiratoire, la polypnée ou la bradypnée qui est un signe d'épuisement, la cyanose, les sueurs, les tirages substernal et intercostal, le balancement abdominothoracique, la saturation de pouls, le suivi gazométrique, la radio pratiquée en urgence et la TDM thoracique qui va montrer l'étendue des lésions. L'évaluation des éventuelles défaillances d'organes associées, hémodynamique, fréquence cardiaque, tension artérielle, signe de choc, le pouls, la tension, les marbrures des genoux, l'insuffisance rénale par la diurèse et par la créate et l'urée, l'appréciation neurologique, recherche d'une confusion mentale, retentissement psychomoteur, l'agitation, le coma. Sur le plan hématologique, la numération formule, les plaquettes. Sur le plan hépatique, transaminase, TP, bilirubine, phosphatase alcalique. Et surtout, les biomarqueurs biologiques, la LDH, la ferrityle, CRP, la procalcitonine et les dimères. Le diagnostic différentiel va s'opposer avec les OAP cardiogéniques, mais les formes intriquées survenant sur valvulopathie, cardiopathie, hypertension artérielle, insuffisance ventriculaire gauche évoluée, diabète et obésité. Ces formes intriquées sont fréquentes. Les autres causes de SDRA, en dehors de la grippe maligne, par atteinte pulmonaire directe, c'est l'intoxication par gaz ou fumée, noyade, traumatisme thoracique, les formes graves de pneumonie infiltrative, PHS, les hémorragies alvéolaires et par atteinte pulmonaire indirecte dans les sepsis extrapulmonaires, tels les péritonites, les pyélonéphrites, les cellulites, les brûlures graves, les pancréatites aiguës, les accidents de la transfusion et enfin l'embolie graisseuse ou amniotique. Les traitements, il ne va pas être traité ce soir, quelques lignes directives. Traitement de cause des facteurs favorisants, les antiviraux, Tamiflu qui a été utilisé, les antimicrobiens en cas de surinfection viro-bactérienne, amoxicilline protégée, fluoroquinone, les céphalosporines de troisième génération. Le traitement de l'état de choc par le remplissage des vasopressines, l'anticoagulation afin de prévenir ou de traiter la maladie thromboembolique profonde ou l'embolie pulmonaire, les antimycosiques, les candidats albicans ou aspergillose. Donc, le but du traitement, c'est de corriger les troubles. Principe du traitement, corriger les troubles, l'échange gazeux, l'hypoxie principalement. Les moyens, c'est l'oxygénothérapie pernasale, mais elle est peu efficace. Masque facial à réserve à haute concentration, 10-15 litres minutes. La ventilation artificielle non invasive ou mécanique de manière à avoir un PaO2 supérieur à 50 mm de mercure et avec une FiO2 supérieure à 50%. Une pipe entre 5 et 15 cm d'eau et un volume courant de l'ordre de 7 millilitres par kilo.
Les objectifs, donc, en termes de l'oxygénation, en termes d'objectifs, obtenir, quel que soit le mode, une saturation artérielle d'oxygène comprise en 88 à 96%. En termes de ventilation alvéolaire, obtenir un pH entre 7,30 et 7,40. Savoir tolérer parfois une acidose hypercapnique, dite hypercapnie permissive. Surveillance du volotraumatisme, élément clé de la ventilation artificielle. Elle passe par la limitation du volume courant, une VNI en mode aide inspiratoire avec une pipe et une FiO2 les moins élevées possibles. Mais tout ceci a été vu avec d'éminents réanimateurs qui nous ont entretenus sur ce sujet. La surveillance, c'est l'écho-cœur qui permet d'expliquer le mécanisme de l'insuffisance respiratoire, chercher une hypovolémie, un corps pulmonaire aigu, une défaillance du ventricule gauche, la radiolie avec le contrôle, la position des sondes, le drain et les cathéters veineux central. La radio va dépister des complications barotraumatiques telles un pneumothorax ou un médiastin ou un pneumomédiastin. Et la TDM, la plus performante, elle précise l'importance et la distribution des lésions, leur localisation. Elle visualise un pneumothorax partiel, un épanchement. Elle visualise aussi et quantifie la surdistension